juste vous rappeler qui est Stéphane. Voici de nouveau sa bio. Stéphane est auteur. Je vous transmettrai à la fin de sa conférence notamment les coordonnées, les références de ses livres. Et puis, je vais proposer maintenant, si tu es d'accord, Stéphane, à tout de suite démarrer. Bonsoir tout le monde. Alors, voilà, je pense que tout le monde voit mon écran. Et donc, mon intervention est l'occasion d'introduire un peu la notion de psychédélique ou d'antéogène et de faire une petite ellipse juridique. Il y a sans doute plusieurs personnes sur sol français ou française qui sont connectées ce soir. Et donc, la petite ellipse juridique, elle consiste à préciser que les psychédéliques font l'objet de plusieurs articles de loi, les substances interdites au sens large, et que la présentation sous un jour favorable est interdite et punie par 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc, par exemple, on n'a pas le droit de dire que, donc toujours selon la loi française, que telle ou telle substance a des effets positifs. Cependant, la loi n'est plus appliquée depuis 1994, mais c'est quand même intéressant de constater qu'on est dans un pays qui interdit la présentation sous un jour favorable. On a toujours la possibilité de présenter les choses de manière factuelle, notamment à travers le résultat de certains travaux scientifiques. Mais la loi va aussi plus loin. Cet article du Code de la santé publique nous dit même que nous n'avons pas le droit de présenter une substance légale et de lui vanter les mêmes mérites qu'une substance illégale. Par exemple, il peut être puni par la loi, par ce même article, de dire que le safran ou la muscade aurait des effets psychédéliques à haute dose. Cette affirmation-là peut être punie par la loi par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. De la même manière, on est puni des mêmes peines la provocation à l'usage ou l'incitation à l'usage. De ce fait, nos interventions ce soir ne font pas l'objet ni d'incitation, ni de facilitation, ni de prosélytisme. Et bien sûr, quand je parle de substances illicites, je parle de mon expérience personnelle ou bien de travaux scientifiques avec des faits avérés. Petite image qui retrace un peu ou qui pose un peu le cadre de mon orientation dans ce milieu-là. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, on a quelqu'un qui demande mais quel est le problème avec le monde? Et puis on voit ici quelqu'un d'une tribu indigène qui répond: vous avez rompu le lien avec l'esprit, vous avez rompu la connexion avec l'esprit. Et bien sûr, on pourrait entendre esprit comme âme ou comme même spiritualité. Et c'est d'ailleurs amusant, je viens de me rendre compte qu'il y a un iPad à côté du personnage de gauche. Et puis on ne sait pas ce qu'ils boivent, hein, on se demande bien qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces récipients. Et, et du coup, cette petite image, je l'aime bien puisqu'elle traduit un peu mon positionnement dès lors qu'il s'agit de psychédéliques qui, aujourd'hui, à travers cette renaissance qu'on est en train de constater, sont souvent considérés comme des molécules avec une approche par la science matérialiste, voire même scientiste, qui vont considérer que ces molécules vont soigner les problèmes d'une manière tout à fait mécanique, et on a peut-être une dérive qu'on constate et qui consiste à dire, ben voilà, ce sont des substances miracles, la science nous le dit, ils ont des effets antidépresseurs, et puis il suffit donc de prendre une substance et de soigner sa dépression, tout comme on aurait mal à la tête et on prend un Dafalgan ou un Doliprane, et donc mon positionnement est tout autre. Et je pense, sans me tromper, que c'est aussi le positionnement de la tribu. En guise d'introduction, on entend parfois le mot psychédélique et on entend parfois le mot antéogène. Donc juste une précision sémantique, c'est le gouvernement américain, il y a quelques années, lors des premières légalisations, qui a décidé de faire
la nuance, de marquer la nuance dans les textes de loi entre psychédélique et entéogène. Un entéogène est une substance qui a un usage traditionnel et qui a été très peu modifié par l'homme, et bien sûr qui a des effets psychédéliques, c'est-à-dire qui va psychédélique, la racine de psychédélique, c'est psyché, l'âme, et délique qui délie, qui révèle, donc qui révèle l'âme, donc une substance qui vient supposément élargir notre état de conscience. Et donc le législateur américain, pour avancer dans ce mouvement de légalisation, a dit, bon ben voilà, dans plusieurs villes, voire dans plusieurs États, les entéogènes seront légaux, c'est-à-dire des substances qui viennent donc révéler l'âme et qui en plus ont un usage traditionnel et incidemment une dimension spirituelle, et qui ne sont pas modifiés par l'homme à quelques exceptions comme l'ayahuasca, et donc tombent dans la catégorie des entéogènes, des substances, des plantes comme l'ayahuasca, l'iboga, plusieurs cactus, le San Pedro, le peyote, et ne vont pas tomber sous cette classification-là des molécules qui sortent de laboratoire, qui ne sont pas moins intéressantes, mais qui, par exemple, le LSD, la MDMA, 2CB, la kétamine, qui ne sont pas classées comme entéogènes. Et voilà, entéogène, on remarque, comme dans théologie, théos, Dieu, gène qui génère, et en soi. Donc qui génère le sentiment, un sentiment prétendument divin en soi. Voilà pour la petite notion. Et pour ma part, j'utilise indépendamment la notion de psychédélique et d'entéogène. Intéressant, toujours dans la loi française, on a une classification de substances interdites que la loi nomme stupéfiants. Et la loi française a attendu 50 ans entre la promulgation de la loi et la définition du mot stupéfiant. Et il y a donc un peu plus d'un an, le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour définir ce que c'est un stupéfiant. C'était peut-être temps de le définir, puisque ça faisait 50 ans qu'on avait des substances interdites, qualifiées de stupéfiants. Et aujourd'hui, un stupéfiant, pour le Conseil constitutionnel, c'est une substance qui crée un dommage à l'utilisateur et qui a un caractère addictogène. Et donc, au regard toujours de faits scientifiques et de travaux scientifiques depuis plus de 70 ans maintenant, on se rend compte que les psychédéliques, à la lumière de ces deux critères, sont inclus par erreur dans la liste des stupéfiants. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un vide juridique à cet endroit, à l'endroit du LSD, de la MDMA, qui sont d'ailleurs légaux dans certains pays à des fins thérapeutiques. Mais on peut dire aujourd'hui, à la lumière de la position du Conseil constitutionnel d'il y a un an, que les psychédéliques ne sont pas des stupéfiants. Pour préciser, on voit ici très rapidement un panorama, ne vous embêtez pas à tout lire, mais un panorama de toutes les substances qualifiées de psychotropes, et on voit que les psychédéliques, c'est juste une petite partie. Alors ici, il y en a qui sont mentionnés, ayahuasca, LSD, toute la catégorie des NBOME et la psilocybine, mais il y en a plus de 800. Donc c'était simplement pour vous montrer très rapidement qu'il s'agit d'une petite partie de substances psychotropes. Une autre représentation sur laquelle on va passer très très rapidement, où on voit un graphique avec plein de substances qui viennent altérer l'esprit. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est donc il y a au milieu une petite partie psychédélique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les différenciations, les limitations ne sont pas formelles. On peut difficilement toujours dire que ceci est un psychédélique et ceci ne l'est pas, et on voit que certaines substances ici qualifiées dans ce graphique de psychédéliques sont à cheval avec d'autres catégories. Donc pareil, la limitation, elle n'est pas binaire, c'est pas blanc-noir. La notion de dangerosité, je vais passer très rapidement dessus, puisque c'est une notion qui est maintenant connue par beaucoup de monde, et cette phrase de Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est valable pour le cyanure, pour l'arsenic qu'on trouve dans notre alimentation, par exemple, qui sont connus pour être des poisons extrêmement mortels, et puis on en a dans la noix de cajou, par exemple, ou dans les pépins de pommes, et pourtant c'est une question de dose. Un graphique pour illustrer cela, on voit ici sur ce graphique
un rapport entre la dose efficiente et la dose létale. Le graphique n'est pas tout à fait exact et je vais vous dire pourquoi. Mais tout en bas du graphique, on voit des substances qui pourraient être, à la lumière de cette phrase de Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, qualifiées de dangereuses. On voit que sur l'héroïne, entre la dose efficiente et la dose létale, on est de 1/6, donc c'est relativement proche. Et pour des substances connues pour être des psychédéliques, comme la psilocybine, par exemple, qui est la substance pour les champignons dits magiques, elle est ici indiquée comme étant 1/1000, et pour le LSD, elle est indiquée comme étant 1/1000. Alors, c'est pas tout à fait exact. Le 1000 a été pris comme mesure standard, mais en fait, on n'a jamais réussi à tuer un rat avec une dose de LSD, par exemple, et on sait aujourd'hui que le LSD n'est pas mortel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas créer de dommages, psychologiques, bien sûr, lors d'un mésusage ou lors d'une dose trop importante, mais ce graphique est quand même relativement intéressant pour remettre un peu l'église au milieu du village et de voir que les vraies substances vraiment dangereuses sont l'alcool, l'héroïne, le GHB, comparativement aux psychédéliques, où la dose efficiente est très loin de la dose létale. Et à la lumière de ce critère, on se rend compte que même l'aspirine est plus létale qu'un psychédélique, hein, ou le café, par exemple. Une autre manière d'illustrer la chose, quand on prend 6 critères de dangerosité, par exemple le caractère addictogène, les dommages sur la santé, ou la criminalité liée à l'utilisation des substances, on se rend compte, à travers plusieurs critères, du même classement, c'est-à-dire que les substances, selon la science, qui sont observées comme étant les plus dangereuses sont l'alcool, l'héroïne et la cocaïne, qui ne sont pas des psychédéliques. Et quand on regarde les psychédéliques, la MDMA, le LSD et la psilocybine des champignons arrivent systématiquement, quels que soient les critères de dangerosité employés, arrivent systématiquement en bas de classement. Et donc ça, c'est une étude qui est parue dans le Lancet, si je ne me trompe pas, en 2010. Alors, aujourd'hui, on parle bien sûr de la dimension thérapeutique des psychédéliques, et une de mes grandes questions que je me pose encore et à laquelle j'essaye de répondre chaque jour à travers ou mes écrits ou mes interventions, c'est quel est le rôle de l'expérience dite spirituelle dans l'impact thérapeutique, c'est-à-dire dans la disparition de symptômes observés. Eh bien, j'ai trouvé dans des études scientifiques une vraie corrélation entre le caractère spirituel ou transcendant ou mystique d'une expérience et l'atténuation des symptômes, par exemple, de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs. Et donc là, je vous laisse évidemment lire une étude par Griffiths qui explique que quand la psilocybine est administrée dans des conditions de soutien, elle donne lieu à des expériences mystiques, et les graphiques, bien qu'ils soient un peu compliqués, montrent une évidente corrélation entre l'expérience mystique et l'atténuation des symptômes. Une autre étude qui regroupait 985 participants, très récente, en 2023, c'est le groupe qui a eu les expériences les plus mystiques et les expériences les moins difficiles à montrer davantage en termes de rémission de symptômes d'anxiété et de dépression, et aussi une plus grande durabilité dans la réduction des symptômes. Donc là aussi, on a une corrélation entre la dimension spirituelle de l'expérience psychédélique et une autre étude qui est en fait une revue systématique qui va regrouper plusieurs études, et qui, dans 12 études qui ont été revues, ont montré que 10 études établissent une association significative de corrélation ou de prédiction entre expérience mystique et disparition ou atténuation des symptômes. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Le langage scientifique, matérialiste ou purement allopathique a tendance à éluder la dimension spirituelle de l'expérience,
dans la mesure où c'est quelque chose qui peut être perçu par la médecine allopathique ou par l'industrie pharmaceutique comme quelque chose de peu contrôlable, voire même peu souhaitable. On a aujourd'hui aux États-Unis des entreprises qui valent déjà plusieurs dizaines de millions de dollars, dont le seul objet est de supprimer la dimension psychédélique des psychédéliques, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'expérience psychédélique. Donc, on peut s'interroger sur la direction que prend la renaissance psychédélique. Quand on s'interroge d'une manière presque phénoménologique sur le contenu d'une expérience d'ayahuasca, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, l'ayahuasca, c'est donc ce breuvage composé d'une liane du même nom en Amérique du Sud, qui a plusieurs milliers d'années d'utilisation parmi plusieurs tribus indigènes. Et donc, on essaye d'extraire un peu ce qui se passe à l'intérieur d'une expérience d'ayahuasca. Et il y a eu, là on le voit sur la colonne de droite, 700, il y a eu 1000 personnes interrogées, et donc pour ces items-là, 700 personnes ont répondu. On a posé 100 questions à des buveurs d'ayahuasca, et donc quand on leur demande est-ce que c'est une expérience qui change la vie, on a 22% des personnes qui sont d'accord, et on a 62% de personnes qui sont fortement d'accord. Et quand on demande, pour faire le lien avec mon assertion précédente, quand on demande est-ce que c'est une expérience mystique, quand on additionne d'accord et fortement d'accord, on a 87% de personnes qui considèrent que l'expérience de l'ayahuasca est une expérience mystique, 83-84% de personnes qui considèrent que c'est une expérience visuelle, et 92% de personnes qui répondent que c'est une expérience qui vaut le coup. Une autre partie sur laquelle on va passer très rapidement. Est-ce que c'est une expérience d'émerveillement? On a plus de 70% des personnes qui sont d'accord. Ou par exemple une expérience de gain de connaissances au niveau intuitif, comme si l'expérience nous apportait des connaissances au niveau intuitif. On a 76% des personnes qui répondent oui. Et puis, bien sûr, le sentiment que l'expérience ne peut pas être décrite avec des mots. On a 75% de personnes qui sont fortement d'accord ou extrêmement d'accord avec cela. Je parle souvent des psychédéliques à travers l'histoire parce qu'on parle là entre nous d'expériences spirituelles aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces plantes ou ces substances avaient un rôle fondamental dans quasiment toutes les traditions spirituelles qui sont devenues ensuite des religions, et j'entends religion au sens institutionnel et dogmatique, même si ce n'est pas toujours le cas, mais on va un petit peu se promener dans l'histoire et, à travers des faits, voir dans quelle mesure est-ce que la consommation de ces plantes qui viennent révéler l'âme ou élargir la conscience était présente. On a ici 3 exemples de peintures rupestres. Ce qui est intéressant dans ces exemples-là, c'est de voir qu'il y a une réelle disparité à la fois géographique et à la fois temporelle. Elles sont très espacées dans le temps et très espacées sur les continents. Et on remarque qu'il y a la tentative d'expliquer quelque chose ou la tentative de représenter quelque chose. Sur les peintures rupestres, quand on voit des bœufs, des cerfs, des sangliers, on ne s'interroge pas, on se dit ils les ont dessinés parce qu'ils les ont vus. Et donc là, on peut également suspendre notre jugement et se dire mais comment est-ce possible, à côté d'animaux qui ont prétendument, enfin qui ont vraiment existé, on arrive à trouver de telles représentations? Eh bien, les spécialistes, c'est-à-dire les anthropologues et les spécialistes en art rupestre, s'accordent aujourd'hui à dire que ces représentations sont des tentatives de consignation de quelque chose qui ne peut pas être décrit autrement qu'à travers cette symbolique. Et donc, ce qui est intéressant à travers le chamanisme, dont la plupart des chamanismes à travers le monde ont eu recours à des psychédéliques, ou des antéogènes. La norme, ce n'est pas l'absence d'utilisation d'antéogènes, la norme, c'est l'utilisation d'antéogènes. Un chamanisme originel sans antéogènes fait partie d'une exception, ce n'est pas la règle.
C'est notamment le cas en Sibérie, qui, pour des raisons climatiques, on se rend compte que même si le champignon Amanita muscaria, l'Amanita tumouche, celui qui est très connu, le rouge à points blancs, est connu pour la Sibérie, on a certaines tribus qui n'ont plus recours, puisque le changement climatique à travers les siècles a fait qu'il ne pousse plus, et donc reste aujourd'hui l'utilisation de tambours, de chants et d'autres méthodes pour accéder à des états modifiés de conscience. Diapo suivante, on a un autre exemple de représentation, pareil, hein, à travers des périodes très espacées et des endroits très espacés. On a ce que les spécialistes prennent pour des hommes champignons et comment décrire ce que nous pouvons vivre à travers l'expérience antéogène de consommation du champignon dans un cadre chamanique, si ce n'est que la confusion un petit peu entre sa personne et l'esprit prétendument du champignon, puisque les personnes qui connaissent cette expérience rapportent d'habitude que le champignon leur parle et qu'il y a vraiment une communication, et donc là on a des tentatives de représentation de cette manière-là. Et donc il y a une vraie transversalité, une transculturalité dans les motifs à travers les époques et les endroits. Une autre représentation, alors ça c'est celle qui est officiellement, on va dire, qui fait consensus comme étant la première représentation d'utilisation chamanique de champignons, c'est en Algérie, et elle date d'il y a 9000 ans. Juste à côté, en bas à droite, on a une autre représentation d'utilisation des champignons, il y a 9000 ans en Algérie, et en haut à droite, vous avez ce qui est admis pour être la représentation d'un datura vu d'en bas. Et donc, quand on a des spirales comme ça qui peut-être ne correspondent à rien de vraiment identifiable, eh bien, les spécialistes pensent que c'est une tentative de consignation des visions que l'on a sous psychédéliques, ce qui serait par exemple aussi le cas des mandalas, par exemple, de certains tankas tibétains. Je vais passer rapidement là-dessus. On est une vingtaine de siècles avant JC, et donc on a des pratiques initiatiques qui se déroulent de la Grèce jusqu'en Mongolie, dans un berceau temporel d'une vingtaine de siècles. Et on a une religion au Moyen-Orient qui était à l'endroit de la Perse, de l'Iran aujourd'hui, qui s'appelle le zoroastrisme. Et dans le zoroastrisme, on a un livre fondateur qui s'appelle l'Avesta. Dans l'Avesta, on a un livre à l'intérieur qui s'appelle le Yasna. Et dans le Yasna, au centre, on a le prophète qui boit un breuvage qui s'appelle Haoma. Aujourd'hui, les spécialistes s'écharpent sur l'identité de Haoma, et même si on a plusieurs indices qui convergent vers l'utilisation d'un champignon psychédélique. Et donc le prophète Zarathustra buvait un breuvage Haoma et recevait des enseignements de cette plante. Et donc dans le zoroastrisme, Dieu est assimilé à une plante, et quand on consomme la plante, on est en contact avec Dieu. Au même moment, à quasiment 2 siècles d'écart à peine, sur une frise chronologique très longue, c'est rien du tout. Dans le nord de l'Inde, on a une religion qui s'appelle le védisme, qui donnera plus tard naissance au brahmanisme, puis à l'hindouisme. Et donc dans le védisme, on a le Rig Veda. Et le Rig Veda, qui fait partie donc du Veda, ce texte fondateur, on a un breuvage qui s'appelle Soma. On a quelques indications concernant la préparation de Soma, mais aujourd'hui, pareil, une grande bataille de spécialistes concernant l'identité de Soma. On ne sait pas si c'était un champignon, si c'était de l'ergot de seigle, qui est aussi un champignon d'ailleurs, si c'était de l'éphédra ou si c'était de l'anahuasca, c'est-à-dire des préparations de plantes qui ont les mêmes effets que l'ayahuasca, c'est-à-dire une plante qui contient de la DMT, et une plante qui va contenir des inhibiteurs de monoacidase, des bêta-carbolines, qui vont empêcher la dégradation trop rapide de DMT dans l'organisme. Et donc plusieurs candidats pour Soma, et c'était aussi un breuvage qu'on buvait pour communiquer avec le divin.
Dans le bouddhisme également, on a un breuvage d'immortalité qu'on appelle l'amrita, et on se rend compte en fait que dans quasiment toutes les traditions spirituelles, on a un breuvage d'immortalité et qui permet de communiquer avec d'autres mondes, d'autres dimensions, ou d'autres esprits, ou des dieux. Et je reviendrai plus tard sur la notion d'immortalité. Dans la Bible aussi, hein, il suffit d'ouvrir et de s'interroger, de suspendre un peu son jugement et de sortir de la perception strictement religieuse de cet ouvrage, qui est une compilation d'autres ouvrages. Et donc, dans la Bible, il suffit d'ouvrir à Ézéchiel, et puis on se rend compte qu'on a un monsieur qui voit des roues de fer descendre du ciel. De ces roues de fer qui font beaucoup de bruit et beaucoup de flammes qui descendent du ciel en sortent des êtres à plusieurs visages. Et donc, on peut s'interroger, bien sûr, le divin lui donne des informations, et on peut s'interroger sur la nature de cette expérience. Aujourd'hui, mon point de vue, et je ne suis de loin pas le seul, est de considérer l'expérience d'une manière relativement probabiliste, et quand on a des visions comme ça, et bien sûr Ézéchiel n'était pas le seul, on peut s'interroger sur le fait qu'il était dans un état modifié de conscience, induit par les plantes ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que dans la Bible, il y a 206 plantes qui sont mentionnées. Sur 206 plantes, on en a à peu près 91 qui sont identifiées, puisque dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, on n'identifie pas toujours la plante à travers le vocable. Par exemple, il y a une plante dans la Bible qu'on appelle canébosme en hébreu. Ça a toujours été depuis des siècles traduit comme étant de la canne. Ça fait seulement une trentaine d'années qu'on admet par consensus qu'il s'agit du cannabis. Donc le cannabis est cité plusieurs fois dans la Bible, mais également la mandragore, le datura, la rue de Syrie, qui est en fait un des composants de l'anahuasca, qui a donc les mêmes composantes moléculaires quasiment que l'ayahuasca, que la liane d'ayahuasca. Et donc sur ces 91 plantes qui font consensus dans la Bible, on a une trentaine de plantes qui sont psychotropes, pas forcément psychédéliques, mais qui viennent modifier l'état de conscience. On a bien sûr Jésus dans la Bible, hein. Alors aucun locuteur grec de l'époque pouvait entendre le nom de Iessos sans penser à Iatros, médecin, Iatros venant de Ios, poison, et Jésus lui-même se décrit à 4 reprises dans la Bible comme homme médecin. Plusieurs professeurs d'Harvard ont écrit des ouvrages sur le caractère, c'est Karl Ruck notamment qui parlait de Jésus comme l'homme drogue ou l'homme poison, puisqu'il travaillait avec les plantes, et on a bien sûr de nombreuses occurrences dans la Bible où Jésus utilise des plantes. On a plusieurs représentations dans l'art roman. C'est le travail d'un couple d'universitaires de Miami qui a parcouru l'Europe à travers l'Europe pour trouver des indices de consommation d'antéogènes à travers le christianisme. Et donc là, on a juste un exemple parmi des dizaines, une chapelle en Indre-et-Loire où on a le retour de Jésus à Jérusalem qui est accueilli avec des champignons relativement intéressants pour ceux qui connaissent à quoi ressemble le Psilocybe semilanceata. Un autre exemple, en chapelle de Plaincourau, où l'arbre de la connaissance du bien et du mal est représenté par quelque chose qui ressemble très fortement à un champignon. La tentation d'Ève est faite par un serpent, qui est quelque chose qui fera sourire les personnes qui nous suivent et qui ont déjà fait l'expérience de l'ayahuasca. Et ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est que la première fois que Dieu s'adresse à l'homme, la première phrase qu'il lui dit, c'est « Tu mangeras de tous les arbres du jardin ». Mais également, quand on avance un peu dans le temps, 15e siècle, on a en Europe ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Plusieurs milliers de sorcières, je n'ai pas le chiffre exact, mais qui doit se trouver rapidement. Plusieurs milliers de sorcières font l'objet de crémations, de procès populaires, à travers notamment des procédés qu'on appelle des ordalies. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte
qu'avant que l'Église nomme cela sorcellerie, eh bien, on avait affaire à des personnes, majoritairement des femmes, mais pas que. Il y a aussi des hommes qui ont été brûlés pour des procès en sorcellerie, suite à des procès en sorcellerie. Mais on se rend compte que ces personnes pratiquaient de l'herboristerie. Et qu'est-ce que l'herboristerie et la communication avec d'autres dimensions ou prétendument des esprits, si ce n'est que du chamanisme? Donc aujourd'hui, nous avons perdu, avec cette période-là, nous avons perdu une grande partie du savoir chamanique endémique européen qui se pratiquait avec des plantes telles que la jusquiame, la belladone, la mandragore, qui, elles, pourtant, sont des plantes mortelles. Et on a perdu la manière et tout le savoir, en grande partie en tout cas, la manière dont on utilisait ces plantes. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce petit logo. Alors c'est le Reinheitsgebot, c'est un décret de pureté de la bière et qui passe pour être un des premiers décrets alimentaires de l'histoire en 1516. Que nous dit ce décret? En Allemagne, il nous dit que dans la fabrication de la bière ne peut entrer finalement que le houblon, ce qui arrangeait bien l'Église à l'époque puisqu'elle taxait le houblon. Mais dans ce décret, on trouve également toutes les plantes qui étaient interdites, comme l'aconite des marais, comme la mandragore, et qui étaient des plantes hautement, allez, on va dire antéogènes, c'est-à-dire qui pouvaient produire une expérience mystique. Et donc on peut penser sans rougir aujourd'hui que les bières avant 1516, et c'est d'ailleurs une des motivations de ce décret alimentaire, n'étaient pas que alcoolisées. Et c'est le cas également du vin dans la Bible, hein. Il faut se rendre compte que le vin, il y a 2000 ans, n'avait strictement rien à voir avec le vin d'aujourd'hui. L'alcool étant mesuré que depuis 150 ans, imaginez la connaissance qu'on avait de l'alcool et du procédé de fermentation il y a 2000 ans. Le vin avait une fonction sociale et spirituelle et n'avait strictement rien à voir avec le jus de raisin d'aujourd'hui, était composé de beaucoup de plantes différentes, ce qui explique le rôle central du vin dans les écrits spirituels et religieux. Et comme la bière était principalement brassée au Moyen-Âge par des moines trappistes, et qu'avant 1516, elle était fortement psychoactive, on peut s'interroger ou s'amuser ou s'émerveiller sur les figures qui étaient représentées toute la journée lors de leurs travaux d'enluminure, qui sont des figures qui peuvent faire sourire certaines personnes ici présentes et qui ont des expériences psychédéliques et qui ont tout à fait connaissance du type de vision et du type d'expérience spirituelle qu'on peut rencontrer à travers la consommation de plantes antéogènes. Voilà, je termine ce petit exposé sur une image que j'aime beaucoup. Et alors, on me demande un petit peu aussi de faire part de mon chemin personnel. Il me reste combien de temps, Marcus? J'en suis à 30 minutes, c'est ça? Ouais, il te reste entre 5 et 7 minutes. Allez, parfait. Eh bien, mon expérience personnelle, tout simplement, alors certains qui suivent un peu mes vidéos sur YouTube la connaissent, mais tout simplement, je viens d'une vie de banquier, où j'étais banquier en Suisse. Je travaillais 80 heures par semaine, je gagnais beaucoup d'argent et j'étais très malheureux. Et donc, l'idée m'est venue d'aller explorer la réalité à travers diverses expériences antéogènes, à travers le chamanisme et donc les plantes antéogènes. Et tout simplement, cela a complètement changé ma vie. J'ai quitté mon métier. Je ne me suis pas mis en difficulté, mais je fais ce que j'aime. J'écris des livres, je parle de ma passion. Je propose aussi des séances d'intégration psychédélique, puisque les psychédéliques, les expériences, quand elles sont parfois pas très bien conduites, peuvent donner lieu à des expériences difficiles dont on a besoin de parler, avec lesquelles on a besoin de faire du sens. Et c'est ce qu'on appelle la dimension de l'intégration. Mais l'intégration, elle se prête aussi à des expériences
positive, c'est-à-dire, bon ben voilà, je vis une expérience psychédélique ou antéogène, je reçois plein d'informations, il y a plein de traumas, plein de souvenirs qui remontent. Comment est-ce que je parle de ça? Comment est-ce que je pose des mots là-dessus pour que ce soit, effectif dans ma vie de tous les jours? Je pourrais, par exemple, faire le parallèle avec le je vais juste arrêter mon partage d'écran. Hem, tac, tac. Voilà. Et je pourrais faire le parallèle avec le chamanisme, tel qu'il est pratiqué encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes se déplacent en Amérique du Sud, pour aller vivre des expériences chamaniques. Il faut se rendre compte aujourd'hui que, dans le chamanisme d'Amérique du Sud, c'est une culture complètement différente. La notion de préparation et la notion d'intégration ne passent pas par les mots. Nous sommes une société, une culture qui a besoin de poser des mots, et plusieurs personnes, partent en Amérique du Sud, vivent des expériences extrêmement fortes et reviennent très déstabilisées puisqu'il n'y a pas de mots qui ont été posés sur ces expériences-là. Le chaman, péruvien, lui, ce qui l'intéresse, c'est de discuter avec le plant de tabac, au fond du jardin et puis, nos soucis, et nos traumas, c'est quelque chose dont il est finalement très, très distant et donc, dans la renaissance psychédélique et l'utilisation de plantes à usage plurimillénaire, la notion d'intégration, la notion de poser des mots, la notion d'être vu, d'être entendu dans ces expériences qui peuvent bouleverser la vie, est quelque chose qui est important pour notre société et pour notre occidentalité. Et c'est là justement où psychothérapie rencontre psychédélique, puisque nous avons tellement besoin de poser des mots. Et merci beaucoup, Stéphane. Je mets ici les différents écrits, ouvrages que tu as publiés ou avec les dates en dessous en cours de, enfin bientôt, prochainement publiés, bien sûr par un curieux hasard qui correspond aussi à toute cette période chez toi où tu t'es fait vraiment connaître avec justement tes chats et tes publications sur les différents réseaux. Le livre que je recommande tout particulièrement en lien avec ta conférence La sagesse interdite, et puis le livre que nous dévorerons, que tu as coécrit avec Olivier Chambon et qui sortira en 2024. Et qui est préfacé par le docteur Ansgar Rougemont, qui va parler maintenant d'ailleurs, et que je remercie encore. Parfait, ben écoute, merci. Tu me fais la transition directement vers Ansgar. Contrairement à l'image que vous pouvez voir, n'est pas forcément dans les montagnes suisses, mais au pied des montagnes suisses, pas dans les sommets. Et pour faire place à Ansgar Rougemont-Bucking, Ansgar est psychiatre et psychothérapeute. Il est bien connu aussi pour ses interventions dans différents congrès ou dans les médias, notamment des interviews que tu as données à la RTS. Ansgar, Ansgar, on te remercie beaucoup de venir apporter justement des informations supplémentaires, notamment à travers toute ta clinique, car tu bénéficies de ces autorisations spéciales qu'ont des médecins et des psychiatres délivrées en Suisse par l'Office fédéral de la santé publique pour mener des thérapies assistées par psychédéliques qu'on on dit de façon abrégée souvent PAP, PAP. Voilà, Ansgar, je t'invite à brancher ton micro et démarrer à ton tour. Bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Je regarde que ça marche pour partager. Et voilà, si tu veux bien mettre en plein écran ton partage. Ah, c'est pas le premier, voilà. Ok, donc vous m'entendez, je suppose. Donc d'abord mes remerciements à Svea et à Marius pour m'avoir invité
et coaché pour donner cette conférence. Je me sens très honoré de pouvoir parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la dissociation traumatique. À mon avis, la dissociation traumatique est vraiment au cœur des phénomènes cliniques qu'on doit gérer, qu'on doit comprendre quand on travaille avec la PAP, la psychothérapie assistée par des psychédéliques. Et donc, je vais vous présenter un peu les connaissances et les modèles actuels par rapport à cela, parce que j'ai vraiment l'impression que tout thérapeute ou toute personne ou tous les patients qui aimeraient aller dans ce genre d'expérience thérapeutique devraient à peu près savoir un peu comment comprendre ces phénomènes chez soi et chez les autres aussi, hein. Je vais très peu parler de la neurobiologie des psychédéliques par respect du temps, parce qu'on pourra en parler beaucoup. Je pourrais présenter encore beaucoup de slides. Mais pour moi, c'est vraiment le but d'expliquer comment ces phénomènes, on peut les comprendre sans paniquer, hein, parce que parfois, ça fait peur de constater ce genre de phénomène et on peut appeler ça un bad trip. On peut dire ça va pas, ça doit s'arrêter, c'est horrible, c'est des effets secondaires. Et je suis vraiment d'avis que ce sont des évidences révélateurs qui pointent un peu vers une piste à poursuivre dans la thérapie dans le but d'aller mieux à long terme. Donc, comme on a déjà entendu tout à l'heure, il y a des réflexions en cours, il y a des recherches en cours pour enlever les vertus psychédéliques aux substances psychédéliques, hein, parce qu'on a parfois l'impression certaines que c'est trop difficile à gérer, et on veut juste avoir l'effet psychoplastogène, on appelle ça, ou la neurogenèse de ces substances qui sont aussi connues et appréciées. Mais c'est toujours la question quand même, quoi faire de ces expériences parfois très, très fortes, bouleversantes pour le patient, mais aussi parfois pour le thérapeute, hein. Donc là, je cite un projet de recherche qui fait du côté Bâle, où on se pose la question si on devait couper court une expérience avec un psychédélique en donnant la kétanzérine. La kétanzérine, c'est un antagoniste de récepteur de sérotonine HTA2A qui est responsable pour les effets psychédéliques hallucinogènes, donc, si on veut. Et c'est l'idée que si un patient est dans un état difficile, trop difficile, éprouvant pour le patient, éprouvant aussi pour le thérapeute, hein, qui ne sait plus quoi faire, ça serait l'idée d'interrompre, de stopper, de raccourcir cette expérience et de ne plus continuer de gérer cet état-là, hein. Il y a d'autres substances comme les benzodiazépines et les antipsychotiques qui sont proposées pour cela, mais il y a surtout cette idée de bloquer le récepteur de la sérotonine parce que c'est ça où sont actifs les psychédéliques, hein. Donc moi, je suis assez sceptique par rapport à ça et j'ai un peu regardé dans la littérature scientifique et la plupart quand même des publications que j'ai pu trouver, ils disent quand même que c'est important que le clinicien, que le thérapeute n'ait pas peur des phénomènes bouleversants et qu'on essaie plutôt de gérer ça que d'essayer de raccourcir un trip. Mais là, il y a beaucoup de questions encore ouvertes et ça va certainement évoluer dans le temps. Et pour moi, c'est important de bien informer le public et les collègues sur la nature de la dissociation traumatique parce que comme ça, on peut mieux encadrer ces états. Donc ça, c'est une explication neurobiologique qui pourrait déjà expliquer pas mal pourquoi ces expériences sont parfois vraiment bouleversantes. Ça, c'est une étude de neuroimagerie cérébrale qui a été faite avec l'LSD. Et on a donc mesuré la connectivité, donc les connexions entre ce qu'on appelle le thalamus dans le cerveau et d'autres zones dans le cortex de l'être humain. Et le thalamus, peut-être vous voyez la flèche à droite sur l'image un peu noire, c'est cette structure en orange, un peu comme un chapeau, hein, qui est sur le tronc cérébral. Et si on veut en quelque sorte, si en tête de la moelle épinière, hein. Le thalamus, c'est la structure neuronale qui fait le lien, le pont entre tout ce qui émerge du corps et du tronc cérébral et qui va par la suite
entrer comme information vis-à-vis du cortex, hein. Donc cette structure orange comme un chapeau au milieu, ça c'est le thalamus. Et le thalamus a une sorte de fonction de filtrage, hein, de frein. Donc il va filtrer, il va seulement laisser passer une petite fraction de l'information qui émerge dans le tronc cérébral. Et quand on donne des psychédéliques, et ce n'est pas seulement le cas pour la LSD, c'est aussi pour les autres psychédéliques, c'est la même chose, ce filtrage du thalamus, ça va être supprimé pendant l'effet aigu. Et ça, on voit à gauche, hein, vous voyez toutes ces couleurs jaunes et rouges. Et ça montre tous des connexions qui sont tout d'un coup actives entre le thalamus ici à droite, hein, et toutes les autres, plein d'autres zones du cortex qui tout d'un coup reçoivent des informations qu'ils reçoivent normalement pas. Et donc ça, c'est l'effet aigu de l'LSD et des autres psychédéliques. Et on peut comprendre que si tout d'un coup émerge au cortex, à la conscience, toute cette information qui normalement pas est transmise, elle est filtrée, on peut déjà comprendre que pour beaucoup de personnes, cette expérience, elle est bouleversante. Parce qu'on a tout d'un coup plein d'informations qu'on ne connaît pas, qu'on ne reçoit pas d'habitude, et ça peut être difficile de faire un peu le tri et de comprendre ce qui se passe. Et on peut comprendre que pas mal de personnes sont peut-être un peu bouleversées, voire paniquées de vivre tout ça. Mais bien sûr, il peut être aussi des évidences, pas seulement anxiogènes, mais aussi des choses plaisantes qui émergent au niveau des sens, le toucher, l'odorat, la musique, tout devient plus important et plus intense parce que le filtrage est levé, hein. Donc ça peut donner à la fois des expériences agréable, mais aussi bouleversante parce que c'est trop à la fois. Après, il y a d'autres choses qui peuvent émerger, hein. Et là, on entre vraiment dans le sujet de la traumatologie, de la psychotraumatologie. Je cite ici une étude que je trouve très impressionnante et bien faite. Donc, c'est une chercheuse qui a pris les dossiers de police et de tribunal où il s'agissait de traiter des cas d'abus sexuels sur des jeunes filles, hein. Et donc, c'était quelque chose qui était documenté, il y avait des preuves. Et cette chercheuse, elle a pris ces dossiers et elle a contacté les femmes 17 ans plus tard pour les interviewer en tant qu'adultes avec plein de questions, mais entre autres la question, est-ce que vous avez vécu des choses difficiles pendant votre enfance, hein? Est-ce que vous avez vécu des choses, des agressions, des abus, etc. pendant votre enfance? Et sur ces 100% des femmes qui ont eu des antécédents d'abus sexuels, il y a 38% qui n'ont pas pu se souvenir de cela quand elles ont été interviewées par la chercheuse, hein. Alors que ces femmes avaient sinon une fonction de mémoire tout à fait normale, hein. Donc ça, cette étude, il y en a d'autres aussi entre-temps, montre que ce qu'on appelle l'amnésie dissociative, c'est un phénomène qui existe réellement, hein, cette étude a apporté une preuve quand même flagrante pour cela. Et c'est important de noter ça dans le contexte des psychédéliques parce que notamment ce genre de mémoire et d'évidence, ça peut aussi émerger pendant une période, pendant une séance psychédélique. Que tout d'un coup émerge quelque chose qui n'était plus présente dans la mémoire de la personne parce que c'était caché dans une amnésie. Et tout d'un coup, on doit gérer ça, on doit faire face à cela. Quand on parle de psychotraumatologie, je vais juste présenter brièvement l'épidémiologie de ce qu'on sait aujourd'hui et de comme on appelle ça aujourd'hui. Donc, vous connaissez probablement tous le diagnostic de PTSD, en français, état de stress post-traumatique, et qui est connu depuis 1981. C'était dans les catalogues de diagnostic psychiatrique. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Et les études montrent une fréquence dans la population générale entre 1,5 et 9% à peu près, hein. Ça peut varier selon l'étude, mais il y a pas mal d'études qui montrent ça clairement que ça existe à cette fréquence-là. Maintenant, ce qui est nouveau depuis une petite dizaine d'années qu'on parle officiellement du CPTSD, c'est l'état de stress post-traumatique complexe, hein, en français. C'est un diagnostic qui concerne l'exposition à des événements stressants répétitifs où il n'a pas été possible de s'échapper.
hein. On ne pouvait pas fuir et on était confronté à répétition et les personnes qui ont vécu ça, ils ont dû s'arranger. Ils ont dû s'adapter, ils ont développé une logique d'acceptation de cette maltraitance. Et ça, bien sûr, ça laisse des traces très, très profondes dans la personnalité et dans le corps. Donc, ce diagnostic existe seulement depuis 2013, si on veut, et il est seulement appliqué depuis l'année dernière, 2022, donc c'est tout récent. Il y a les premières études qui apparaissent en ce moment, et c'est quand même des prévalences qu'on appelle des fréquences choquantes, parce qu'on estime scientifiquement basé que dans la population générale jusqu'à 20% de la population générale ont un CPTSD, hein, entre 2 à 20% selon l'étude et selon où on regarde, hein. Et ce qui est encore plus choquant, peut-être, c'est chez les patients en psychiatrie, que ce soit en ambulatoire ou hospitalier, on estime que 50% des patients en psychiatrie ont un CPTSD, hein. Donc, c'est un trouble qui est encore peu connu aussi des cliniciens, mais les experts et les spécialistes, quand, quand ils vont interviewer les personnes, ils vont diagnostiquer ça régulièrement chez les personnes en psychiatrie et aussi chez les gens qui vont dire: ah non, j'ai aucun trauma, j'ai rien de spécial. Et quand même, un traumatologue, il pourrait déduire selon les indications, mais quand même, souvent sur des faits subtils, hein, de négligence émotionnelle surtout et de maltraitance subtile, que quand même cette personne a un CPTSD. Et je vais vous montrer quelques mécanismes un peu d'adaptation, comment ça se présente phénoménologiquement pour étayer cette hypothèse. Après, il y a un autre trouble qui est bien connu depuis longtemps, c'est le trouble borderline. Là aussi, on pense quand même que souvent c'est de l'origine psychotraumatologique, parce qu'on trouve souvent aussi des indicateurs de maltraitance relationnelle dans la vie d'enfants de ces personnes. Et c'est le trouble de personnalité le plus fréquent, avec 6% de la population générale. Donc, c'est vraiment un phénomène clinique fréquent dans la population. Après, on a un autre trouble qui a disparu dans la CIM-11, mais qui était présent jusqu'à quelques années. On parlait de la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, hein. Donc là, on parlait que certaines personnes, ils développent une personnalité en réponse à un surmenage traumatique important, et ce sont typiquement des types de personnalités qu'on appelle borderline, évitantes, schizotypales, schizoïdes, paranoïdes, qui sont typiques pour des personnes qui ont dû s'adapter dans les suites d'un grand traumatisme, hein. Il y a très peu de recherches qui ont été faites sur ce trouble, mais on peut suspecter chez pas mal de troubles de personnalité quand même que souvent il y a aussi un trauma à la base. Il faut aussi mentionner le trouble douloureux somatoforme qui, aussi, comme le nom le dit, c'est un trouble qui se manifeste principalement dans le corps, avec des symptômes corporels, mais qui a son origine quand même dans un surmenage psychique. Donc, il y a le vécu psychique qui a été dépassé par des événements, et par la suite, les personnes développent des symptômes somatiques, des douleurs, de l'agitation neurovégétative. Ils sont surstimulés, ils sont nerveux, ils ont plein de problèmes digestifs, ils ont un déséquilibre immunicitaire, des maladies auto-immunes, tout cela on trouve, et on estime qu'à peu près 30% des consultations en médecine générale sont dues à ce genre de problème. Donc c'est donc énorme. Donc ça mène à aller plus dans cette idée cette notion de la dissociation traumatique. On peut appeler ça aussi, c'est une sorte de dialectique du trauma psychique, hein. Et c'est cette psychotraumatologue Judith Herman des États-Unis qui a très bien formulé ça. Elle dit il y a deux phénomènes qui sont un peu contrebalancés dans la gestion d'un trauma, et ce phénomène se trouve à la fois chez l'individu, mais ça se trouve aussi au niveau du collectif. Parce que quand il y a un trauma qui survient, la personne et aussi le collectif ont tendance à prétendre que c'est pas grave, ou on veut oublier, ou you have to get over it, hein. Donc, il faut que tu continues ta vie, tu as survécu, tout va bien, et maintenant tu oublies le reste, hein. Donc, c'est un peu cette idée de mettre une sorte de couche de béton ou de sable sur les horreurs qui ont eu lieu, hein.
Et le problème avec cela, c'est on a bien envie aussi, la victime, elle a envie d'oublier et de vivre une vie normale, mais le problème, les atrocités pourtant refusent d'être enterrées. Donc elles vont se manifester par des symptômes dissociatifs, corporels, de toutes sortes, psychiques, et c'est le but de mon présentation, de vous montrer les mécanismes qui sont derrière. Et je vous montre cette idée qui peut paraître choquante, c'est des recherches après les massacres dans la guerre civile en Srebrenica, parce que cette image qui peut-être choque certains montre le travail que fait le patient avec le thérapeute. On doit vraiment aller creuser, fouiller et faire face à l'horreur. Et donc, on comprend que c'est pas une tâche facile et ça peut émerger dans les séances de PAP et ça fait peur à la fois aux patients, mais souvent aussi aux thérapeutes. Pour rappel encore, quand il y a un traumatisme, c'est d'abord tout simplement une situation de stress aigu. Donc, on est stressé par une menace vitale, une agression, une catastrophe naturelle qui menace l'intégrité physique. Et le corps, il va réagir de manière tout à fait physiologique. Et c'est une réaction de stress aiguë du corps et du psychisme. Et on doit dire, c'est une réaction normale à une situation pas normale. Ça, c'est l'état de stress aigu. Et le problème est que parfois, cet état de stress ne se normalise pas. Ça ne revient pas à la normale et la personne reste bloquée dans la réaction de stress de manière permanente. Donc, on peut dire dans cette suite-là, dans cette logique-là, que l'état de stress post-traumatique n'est rien d'autre qu'un déficit de rétablissement d'un état de stress aigu. Il faut savoir que 85% des personnes qui vivent un stress majeur aigu ont la chance de récupérer plus ou moins sans séquelles dans la plupart des cas. Donc 85% des cas peuvent se remettre et ils ne vont pas porter des séquelles. C'est bien de savoir, donc c'est les facteurs de résilience, parce que nous, on est tous des organismes qui sont faits pour faire face et de surmonter le stress. Dans ce contexte-là, c'est important de savoir qu'on peut faire des choses qui sont plutôt utiles pour bien gérer un stress aigu ou peut-être des choses qui ne sont pas du tout utiles, qui n'aident pas, qui vont plutôt exposer la personne de développer un état de stress post-traumatique à la suite. Et la chose la plus importante quand il y a un stress aigu qui survient, la chose la plus importante, c'est de se rappeler que la personne vit une menace vitale et la première chose qu'elle doit sentir, c'est qu'elle est en sécurité. Donc, comme on fait la même chose quand il y a un accident de voiture, on doit s'assurer que la personne, pour pouvoir la sauver, la secourir, il faut la mettre en sécurité. Donc, il faut tout faire pour protéger la personne pour que la maltraitance s'arrête. Et ça, c'est important aussi parce qu'on sait qu'un accident peut survenir après un autre, ou un autre traumatisme peut arriver. Et donc, il ne faut pas croire que parce que la victime a survécu un traumatisme, qu'il n'y a pas un autre qui attend déjà quelque part. C'est important aussi de s'assurer, je montre cette image d'une voiture de police qui a été détruite par un accident, que aussi les thérapeutes sont menacés de se prendre des coups dans l'accompagnement et de leurs patients, ce qu'on appelle la traumatisation vicariante. Et donc, je pense que c'est un sujet important aussi pour les thérapeutes en PAP, parce qu'il y a toujours le risque aussi qu'ils soient traumatisés par les processus qui vont accompagner. Mais bien sûr, pourquoi je vous montre ça ici, parce que souvent, malheureusement, les personnes qui ont subi un stress, quand ils vont rentrer à la maison, ils sont souvent à risque que la situation de maltraitance reprend. Et ça, c'est typiquement maintenant cette situation où la victime n'est pas vraiment protégée de manière durable, qui va créer par la suite un état de stress post-traumatique complexe parce que la personne n'est pas protégée, elle doit s'attendre à la reprise de la maltraitance et elle doit s'adapter, elle doit s'arranger avec l'agresseur. Donc, je résume de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. 2 facteurs sont nécessaires au développement d'un état séquelaire traumatique, comme je préfère dire.
C'est d'un côté, bien sûr, il faut un événement stressant, hein, une menace vitale, quelque chose d'horrible qui survient. Ça, c'est la première vague qui souvent provoque une cassure chez la personne, mais c'est pas assez, hein, parce que je suis convaincu si on accompagne toute personne qui a vécu un stress de manière appropriée, humaine, avec du soutien, avec du toucher, avec la protection, je pense que toute personne pourrait surmonter toutes sortes de stress sans séquelles. Mais le problème dans notre monde, malheureusement, souvent cette intégration, cette soutien dans la phase autour du trauma, après le trauma pério-post-traumatique, elle n'est pas effectuée. Les gens sont laissés seuls, hein. Ils n'obtiennent pas le soutien dans ce dont elles auraient besoin. Elles doivent continuer à vivre sans le soutien et elles doivent s'arranger avec la maltraitance à répétition. Et c'est ça que j'appelle, c'est la deuxième vague, hein. La deuxième vague qui vraiment va ancrer la rupture chez la personne. Je compare ça toujours avec une cassure d'un bras, d'un os, ça c'est dû au stress qui fait casser l'os. Mais après, si on met un plâtre autour du bras, cette cassure, elle peut guérir dans les semaines, dans les mois, et la personne peut vivre une vie normale avec son bras. Mhm. Mais si on ne va pas protéger le bras et la personne, et on ne va pas mettre un plâtre, le bras va rester cassé. Et c'est ça qui explique pourquoi les personnes restent atteintes souvent à vie. Donc ça, c'est maintenant le modèle de l'intégration normale. Ça, c'est ce que je souhaite à toute personne sur cette terre, qu'elle puisse vivre ça. On peut dire que ça c'est la partie orange, notre mémoire de travail, notre conscience du moment, elle est active, hein, et on réagit aux stimuli du moment, mais les flèches vertes, on peut aller se balader dans le souvenir, dans la mémoire, pour chercher de l'information, qu'est-ce qui s'est passé dans tel et tel endroit, avec telle et telle personne, pour utiliser cette information pour planifier, anticiper, créer le futur. Donc, la conscience, en quelque sorte, dans l'intégration normale, elle peut aller partout. Elle peut se promener sans peur, sans limitation, dans l'appareil psychique et corporel pour regarder les choses, pour utiliser l'information, les connaissances, l'expérience, pour vivre au moment présent et pour anticiper l'avenir. Ça, c'est l'intégration normale. Chez les personnes traumatisées, dissociées, c'est profondément perturbé parce qu'on voit toujours la partie de la mémoire de travail ou de la conscience qui est au présent, mais cette partie, elle doit porter un poids énorme qui est le souvenir du passé, hein, le passé n'est pas accessible, il y a un mur, vous voyez la ligne noire, et quand la personne essaie, ça c'est les flèches vertes, elle essaie de se souvenir de quelque chose d'important, de douloureux, elle n'arrive pas. Elle ne pourra pas y accéder, hein. Donc, même si elle fait plein d'efforts avec les thérapies, ah oui, je sais que j'ai été traumatisée, j'aimerais en parler, j'aimerais comprendre, elle n'arrivera pas vraiment à établir un récit cohérent, développer une mémoire déclarative. En même temps, le souvenir du passé, comme l'a dit Judith Herrmann, hein, les atrocités refusent d'être enterrées, elles vont se manifester sous intrusion, sous forme de flashback, d'attaques de panique, de cauchemars, de toutes sortes de symptômes vraiment très, très éprouvants pour la personne. Et comme ça, elle mène une vie hantée, hein. Donc, elle est hantée par le passé. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, cette impossibilité de se souvenir des choses trop douloureuses, ça correspond à une activation de l'amygdale dans le cerveau qui empêche d'accéder à la mémoire traumatique. Donc, la personne dissociée, traumatisée, elle vit donc avec un poids énorme sur l'expérience du quotidien, du présent, qu'il a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est extrêmement épuisant pour la personne et ça l'empêche aussi à anticiper et planifier l'avenir, hein, parce qu'elle est tellement épuisée à gérer ce combat-là, ce déséquilibre au quotidien. On appelle aussi la partie qui est en lien avec le passé, c'est la partie émotionnelle, hein, parce que c'est souvent chargé d'émotions très, très difficiles, douloureuses, des attaques de panique, de douleur,
le désespoir, c'est la partie émotionnelle qui est très difficile à supporter. Et l'autre partie, c'est celle qui vit la vie normale, soi-disant, c'est la partie apparemment normale. C'est très important de comprendre qu'il s'agit d'une normalité seulement apparemment. Ce n'est pas une vraie normalité holistique, intégrative, c'est une normalité dissociative. La personne essaye de gérer le quotidien, de payer les factures, de s'occuper des enfants, d'aller au travail, mais elle est hantée en même temps par les intrusions du épée du passé. Je vous donne un exemple clinique, hein, c'est le cas d'une patiente, une femme qui par moment, elle décrit vraiment des moments de désespoir, de tristesse profonde, d'anxiété, de perte d'espoir. Donc, elle a des pensées de type « je ne suis pas importante », je suis incapable et je ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est un peu les pensées qu'on peut identifier chez cette femme, hein. Sur le plan émotionnel, elle se sent misérable, désespérée, dépressive, et ça peut parfois venir des petits moments pendant la journée, hein, juste un petit moment, et parfois ça peut prendre des journées, et parfois elle trouve aussi des facteurs déclenchants, à savoir peut-être un échec, une difficulté, un souci qui peut déclencher ça, mais vraiment l'émotion et la détresse est très importante, hein. Donc cette femme, au niveau comportemental, elle a peut-être tendance à boire un peu d'alcool le soir ou fumer un joint peut-être pour se relaxer. Et ce qui frappe aussi, elle est toujours active pour se distraire. Par exemple, elle regarde beaucoup de Netflix, elle fait beaucoup de sport, elle est toujours active socialement, elle a beaucoup d'amis, elle est toujours occupée. Et dès qu'elle ne bouge pas, dès qu'elle a une journée un peu de vide, sans occupation intense, elle va tomber dans un creux un peu d'ennui et de détresse très profonde, hein. Ça, c'est le mindset A chez cette femme. Après, il y a un autre mindset, donc un fonctionnement chez cette femme qu'on peut appeler un mindset B. Et là, on voit toute une autre personne. C'est une femme qui est très, très active. Elle est très, très perfectionniste. Elle fait beaucoup d'efforts pour réussir. Et elle est aussi très fière d'elle parce qu'elle a beaucoup de succès aussi. Elle fait bien les choses. Elle est très appliquée, très engagée, perfectionniste. Et objectivement, elle a beaucoup de choses réussies. Donc, quand elle est dans l'état, dans le contact avec ce vécu-là, elle va se dire, je suis une femme forte, victorieuse, tout va bien, hein. Mais dans le fait, elle investit énormément d'efforts pour prouver à elle-même et aux autres que le mindset B, donc à gauche, le épée, c'est pas vrai. Elle veut prouver à elle-même qu'elle est victorieuse et elle veut surtout pas que la partie épée se manifeste chez elle ou que d'autres personnes pourraient penser qu'elle est une femme importante, pas importante, incapable, qui ne mérite pas d'amour. Ça, c'est typiquement la phénoménologie d'une femme dissociée traumatique, où on peut dire l'évidence phénoménologique du épée, ça correspond à l'évidence, le trauma n'est pas terminé. Le trauma est toujours là, ça s'active d'une manière ou d'une autre dans la vie de tous les jours, parfois tous les jours, et parfois seulement en état de crise, par exemple lorsqu'une rupture sentimentale ou une perte d'emploi, souvent ça déclenche les crises de l'épée pendant de longues semaines parfois. Et l'évidence de ANP, c'est dire tout ce que je peux faire, c'est survivre. Donc ANP prouve à tout le monde qu'elle est capable de vivre même avec des difficultés, et c'est son identité. Donc ça, c'est les travaux juste notamment de Onno van der Hart. Vous voyez la photo à droite, qui écrit ce livre que je trouve remarquable, Soi hanté. Et il décrit, donc je ne peux pas aller trop loin en détail parce que je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment un ou plusieurs sous-systèmes où la personne s'identifie phénoménologiquement avec soit un EP ou un ANP. Et on peut comprendre cette organisation de la personnalité comme une tentative d'adaptation à la maltraitance chronique, hein. Et on peut trouver plein de symptômes, soit négatifs, que les gens ont des amnésies dissociatives, par exemple, ou positifs, elles ont des attaques de panique, par exemple, ou alors au niveau du corps, que tout d'un coup, elles ont des douleurs bizarres quelque part dans le corps. Et ça,
Ça, c'est constamment quelque chose qui se passe au niveau de la personne. Et la personne, elle a vraiment l'impression, en quelque sorte, d'être hantée par quelque chose d'obscur. Ça, c'est rapidement, je vois que le temps avance. La dissociation primaire, ce que je viens de vous expliquer, c'est un ANP, un EP qui un peu sont en équilibre. L'un fait référence à l'autre. Les deux sont en train de se contre-contrôler, on peut dire, ou sont dans une codépendance. La dissociation secondaire, on en parle quand il y a un ANP, il y a plusieurs EP qui sont liés à plusieurs situations typiques de surcharge traumatique dans le passé. Hein. À plusieurs, souvent, c'est des âges différents. Un épée qui a l'âge de 3 ans, un autre épée qui a l'âge de 8 ans, un autre épée à l'âge de 12 ans peut-être. Hein. On a plusieurs épées qui peuvent être là. Et après, on a la dissociation tertiaire, et ça correspond à la trouble d'identité dissociative. Hein. Et ça, ce qui est important, c'est défini quand vous avez plus qu'un ANP qui sont actifs au quotidien. On parle de une trouble dissociatif d'identité. Donc, il y a deux types de ANP qui gèrent le quotidien, qui sont ancrés dans la réalité, mais qui ont des personnalités différentes. Hein. Et les deux ont été acquis dans un contexte de surcharge traumatique chronique. Maintenant, je reviens rapidement aux psychédéliques. Hein. Donc, je ne vais pas trop parler en détail sur les effets neurobiologiques, mais pour moi, le problème des patients avec état de stress post-traumatique complexe, c'est d'un côté ce qu'on appelle l'évitement phobique de la mémoire traumatique, hein, que les gens n'ont pas accès au contenu de la mémoire traumatique. Hein. Ça, c'est un problème qui, à mon avis, se traite très, très bien. Vous voyez la première ligne avec la MDMA. La MDMA va réduire l'hyperactivité de l'amygdale et on peut tranquillement regarder le bras cassé. Ça, c'est un grand avantage de la MDMA. Un deuxième problème que je vous ai expliqué, le EP vit toujours dans l'évidence que le trauma n'est pas terminé. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle un déficit de contextualisation. La personne traumatisée n'est pas encore arrivée totalement dans le contexte d'aujourd'hui où la personne est en sécurité, on l'espère. Et ça, le déficit de contextualisation, on peut, à mon avis, amener le patient à se confronter au contexte du moment avec les psychédéliques classiques, hein, parce que c'est une confrontation avec tout ce qu'il amène. Et la dernière chose, l'attachement traumatique, j'en ai peu parlé, c'est vraiment cette adaptation à la maltraitance que la victime, elle a trouvé un arrangement avec la personne maltraitante. Et ça donne vraiment plein de comportements relationnels difficiles où la personne va même tomber amoureuse de personnes maltraitantes à répétition et va recontinuer à se maltraiter, à être maltraité dans la vie adulte. Et ça, on peut très bien expliquer par cela. Donc, moi, je dis toujours, qu'est-ce que font les psychédéliques? La MDMA, elle donne le courage de réaliser ce qui est la réalité du moment, le contexte du moment. Et quand tu fais ça, choisis les bonnes personnes pour t'accompagner sur ce chemin. C'est comme ça, je commente, j'explique un peu quel est le but de la PAP par rapport à la dissociation traumatique. Donc, sur les effets, les mécanismes neurobiologiques, j'ai écrit un article avec Catherine Dufour en français qui est accessible, libre d'accès dans la revue Dépendance. Donc, vous pouvez trouver plus de détails là-dessus. Je vais passer vite. Juste pour dire, je parlais de la recontextualisation qui est obtenue par les psychédéliques classiques. C'est d'aller en contact total avec le moment du présent. Et pour moi, c'est une expérience, c'est une épée à double tranchant. Parce que si vous allez en contact avec la réalité du moment, vous pouvez réaliser que la guerre est finie, le trauma est réellement terminé. Et vous vivez dans un monde qui est riche en bonheur et en miracles. Hein. C'est ce qu'on appelle un blissful trip, hein, une expérience océanique où on est dans l'amour en quelque sorte. Mais comme j'ai dit, c'était le but de ma présentation, vous pouvez aussi réaliser que la réalité que vous vous racontez au quotidien, le narratif sur votre vie aujourd'hui, comme quoi votre travail c'est OK, votre relation elle est bonne,
la vie est rose, vous réalisez tout d'un coup, non, c'est pas vrai. Il y a une douleur quelque part dans votre corps et le monde et votre travail, etc., n'est pas si paisible et heureux comme vous croyez. Donc ça, on appelle la fête est terminée et c'est une horror trip, hein. Et il faut être prêt dans les expériences psychédéliques de vivre les deux et d'accompagner les deux états. C'est typique que les deux états vont émerger. Donc j'arrive vers la fin. Donc j'aime bien cette idée. Donc ça, cette image avec l'éléphant qui est fixé par un petit pion qui n'a pas réalisé qu'il peut l'enlever sans problème. Ça, c'est un exemple typique d'un déficit de contextualisation, hein. L'éléphant était maltraité en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, il n'a pas encore réalisé qu'il a la force de s'en défaire et de vivre une autre vie, hein. Ça, c'est typique pour la recontextualisation dans un contexte thérapeutique. Mais je dois aussi mettre en garde, hein, à mon avis, il faut faire attention de ne pas sauter sur les récits qui soient beaux ou laids, hein, parce qu'on peut aussi rapidement entrer même dans des narratifs comme quoi on a tout compris, on a une mission spirituelle, tout est amour, etc. C'est peut-être aussi seulement un narratif qui nous aide peut-être à survivre, mais qui va poser problème plus tard dans d'autres domaines, hein. Donc, je pense dans les thérapies, on doit vraiment s'abstenir, et ça, c'est pour moi une règle en tant que thérapeute, de ne pas faire des commentaires ou encourager des récits, parce que c'est le patient qui doit trouver lui-même, elle-même, doit trouver son narratif à elle, et c'est quelque chose qui n'est pas gravé dans du marbre, ça va évoluer. Pour moi, la seule histoire qui est vraie toujours est la suivante: constater que j'ai survécu. Tant que je vis, je sais aussi que j'ai survécu, et ça, c'est le seul narratif, comme un avis, qui est valable à tout moment. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie et je me réjouis d'avoir quelques questions. Mais merci beaucoup, Ansgar. J'en profite tout de suite pour te demander peut-être de stopper ton partage d'écran si tu veux bien. Oui. Euh, Peut-être aussi, comme je l'ai fait pour Stéphane, juste peut-être mettre ici des publications, peut-être juste nous dire un mot. C'est pas les mêmes couvertures, mais c'est le même livre. Si tu veux bien nous en dire un petit mot. Oui, c'est les deux versions du même texte, si on veut. En français, on dirait c'est l'ère des vampires, comment la dissociation structurelle traumatique amène notre société dans une spirale de violence, hein. Dans ce livre, je décris tous les mécanismes et les connaissances neurobiologiques sur la dissociation traumatique. Et je le décris sur le plan individuel, mais je le décris aussi sur le plan collectif. Parce que moi, c'est un peu l'hypothèse, c'est le postulat de mon livre, que notre société mondiale est profondément dissociée dans une disconnexion traumatique dissociative. Et une des expressions de cela, c'est le narcissisme. C'est l'inflation de l'ego qui amène le narcissisme et qui est une sorte de vampirisme énergétique en quelque sorte. Et moi, je décris donc ces phénomènes dans un arrière-fond scientifique, et je propose aussi vers la fin quelques actions peut-être à entreprendre pour trouver une sortie de cette crise planétaire dans laquelle nous vivons. Ok. Merci beaucoup, Ansgar. Je vois que le temps tourne et je vais proposer peut-être qu'on fasse une pause maintenant, si tu es d'accord, et puis qu'on passe aux questions ensuite, peut-être toutes d'un coup après notre pause. Est-ce que ça te convient, Ansgar? Oui, tout à fait, tout à fait. Et il est 20h15. Je vous propose qu'on se retrouve à 20h35 pour les questions à Ansgar. Donc, on laisse bien sûr ouverte la salle pour que vous puissiez sur le chat poser vos questions. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, couper la vidéo, mais n'hésitez pas à la remettre après, parce que pour les personnes qui posent la question, c'est bien aussi pour les orateurs de voir
aussi à qui ils ont affaire si c'est possible. Et je vous souhaite une très bonne pause. À tout de suite, 20h35. Merci. Juste avant la pause, Oui. vous m'entendez? Ah oui, merci Svea. Juste avant la pause, si je peux vous demander de revenir de la pause pour ma présentation qui sera après les questions d'Ansgar, avec 3 feuilles de papier et un crayon. Voilà, de quoi noter 3 feuilles. Merci. Ansgar, merci beaucoup pour cette présentation, ta générosité. On va continuer sur un rythme aussi avec un peu différent, avec les propositions de Svea, Svea Nielsen. Donc, Svea Nielsen est la cofondatrice donc, de la tribu qui aujourd'hui vous propose tout ce travail, toute cette discussion. Et comme vous le voyez là maintenant à l'écran, Svea a une grande expérience de l'accompagnement, notamment dans des festivals en tant qu'urgence psychédélique, et elle a pu se former notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et donc aujourd'hui, elle prépare justement des gens qui vont aller travailler avec différentes substances, et notamment cette substance que l'on trouve au Gabon, l'iboga, le bois sacré, qui peut être aussi une approche très intéressante, moins connue que l'ayahuasca, mais pouvant produire aussi des effets particulièrement intéressants. Et je vous laisse donc découvrir cette courte bio, et je te laisse maintenant, Svea, prendre le relais. À Vous toi. laissez le partage d'écran. Et Vous m'entendez? Oui, alors, je t'entends, et puis je continue le partage d'écran directement. s'il te plaît. D'accord. Quand je prends tourner. Tu peux aller à la slide suivante. Voilà, ça c'est aussi les livres auxquels j'ai collaboré. Le premier, The Manual of Psychedelic Support, c'est un livre qu'on a, avec un ami, on travaillait justement dans ces services d'urgence psychédélique dans un festival au Portugal, là où toutes ces plantes ou médecines sont légalisées. Du coup, il y a une grande consommation et des vrais budgets, avec même de la recherche d'université dans les festivals. Et puis, on avait envie de créer un petit manuel à emporter sur le terrain, et c'est devenu un énorme livre qui a été publié par MAPS. Et puis, une autre publication, c'était avec l'équipe de Breaking Convention à Londres. C'est ce livre Psychedelics and Psychotherapy qui parle justement de toutes ces thérapies, dans laquelle j'ai pu contribuer pour un chapitre sur l'iboga. Alors maintenant, déjà, je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux et nombreuses. Et puis, j'ai effectivement eu envie de vous proposer d'abord une petite expérience. Donc, le titre de ma conférence, c'est la posture de l'accompagnant occidental en état de conscience élargi entre les mondes de la tradition et notre culture. Et en fait, parler de cette posture d'accompagnant, c'est quelque chose, voilà, la terme de posture, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de creuser avec la tribu. Et je sais que parmi vous, ce soir, il n'y a pas que des accompagnants, il y a aussi des gens qui sont intéressés pour leur propre développement personnel. Mais là, on avait envie de parler, même si c'est pour notre propre développement personnel, en fait, finalement, de se creuser un peu la question de où on parle. Alors, on va commencer tout d'abord par se reconnecter à soi-même. Prochaine slide, s'il te plaît, Marius. Avec quelques minutes de cohérence cardiaque. C'est un exercice tout simple pour se recentrer sur notre cœur qui est proposé par le HeartMath Institute, qui dit que finalement le langage du cœur, c'est comme un murmure. C'est quelque chose de très fin, de très subtil. Et du coup, pour l'entendre, il faut se concentrer. Et on oublie souvent que le cœur a aussi beaucoup de neurones. On le traite de troisième cerveau, peut-être que c'est le premier, peut-être que c'est le deuxième, peu importe, mais en tout cas, c'est aussi un centre
très important pour nous. Et c'est vrai que souvent, on oublie, c'est un organe, mais on oublie que c'est vraiment quelque chose de plus important et de plus large et de plus pour notre propre guidance. Alors, allons-y maintenant. Je vous propose quelques minutes de cohérence cardiaque. Vous pouvez fermer les yeux et puis vous pouvez vous focaliser à l'intérieur de vous sur cette zone, sur la poitrine, sur le cœur. Et ensuite, l'idée, c'est de respirer. Respirer à votre rythme. Peut-être que le rythme d'ailleurs va se ralentir un peu. Et d'imaginer que vous respirez depuis votre cœur. Que la respiration va et vient depuis cette zone. Déjà, essayez de faire cet exercice-là. Et puis maintenant, je vais vous laisser un petit moment pour essayer de revenir à un moment positif, un moment où vous avez ressenti une émotion positive, vous avez ressenti de l'amour, ça pouvait être pour quelqu'un, pour un animal, pour une situation, simplement un moment où vous êtes senti justement avec cette sensation d'ouverture et de chaleur dans le cœur. Et puis, de rester avec cette sensation-là. Donc voilà, maintenant je vais me taire parce que ça sera plus facile pour vous de vous concentrer. Donc simplement activer cette respiration à partir du cœur et essayer d'amener un souvenir où ce cœur était bien activé. Voilà, juste faire 2 minutes comme ça. Voilà, je vous propose de revenir tranquillement par ici. Voilà, ce petit exercice. Et maintenant, on est peut-être tous un petit peu plus en cohérence avec nous-mêmes. Je vais vous proposer un autre exercice justement sur cette idée de posture d'accompagnement.
ou de simplement de posture d'humain dans ce monde. Et pour ça, vous aurez besoin de 3 feuilles de papier et un crayon. Alors, je vais vous proposer qu'on se prenne tous pour des arbres. Et puis, dans un arbre, on va justement voir détailler 3 parties. La première partie, tu peux mettre la prochaine slide, Marius. La première partie, c'est nos racines. Qu'est-ce qui nous ont fabriqués? Qu'est-ce qui nous a fabriqués? Qu'est-ce qui nous a construits? Qu'est-ce qui nous a nourris? Et donc, par exemple, ma famille, ma lignée, après je vais vous laisser du temps, hein, bien sûr, pour écrire. Ma famille, souvent, on pense que c'est un peu de là le principal d'où on vient, de quelle famille je viens. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec le transpersonnel, c'est peut-être une lignée même très lointaine qui est revenue à vous. La parentalité aussi, le fait d'avoir des enfants, souvent, ça nous ramène à certaines choses qu'on a reçues, nos amis, notre réseau. Ensuite, il y a ma culture, le pays dans lequel j'habite, quoi il m'a formé. Il y a l'habitat, ville-campagne, on n'y pense pas souvent, mais si on a grandi à la ville ou à la campagne, souvent, ça nous a aussi forgé d'une certaine façon. Les rencontres importantes, ça peut être des rencontres, par exemple, on a rencontré Amma, on a rencontré un maître spirituel, ou ça peut être aussi ma grand-mère, ça peut vraiment être des choses très, très personnelles. Ça peut être des lectures, des études qui nous ont transformés. Moi, je dis souvent que mes études d'ethnopsychiatrie, je les ai adorées parce qu'elles m'ont transformée. Je n'étais pas la même avant et après. Ensuite, on a peut-être reçu une éducation religieuse ou alors on a eu des ressentis du sacré à certains moments, des moments d'extase. Est-ce que ça aussi, c'est des moments qui m'ont nourri? Autre chose, quel est mon lien avec la nature? Est-ce que la nature, à certains moments, m'a aussi amené certaines racines? Et puis, mon travail corporel, on a pu expérimenter différentes techniques ou différentes expériences. Est-ce que ça m'a aussi nourri? Est-ce que ça m'a aussi donné des racines? Et puis, à droite, on a les choses un peu moins drôles. On a le compost qui fait aussi partie de la terre. On a peut-être la vase dont sort le lotus. C'est mes noirceurs, c'est mes échecs, mes mauvaises actions, mes erreurs. Ça aussi, ça nous a forgés certainement. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser 3 minutes à peu près pour écrire toutes vos racines ou dessiner même, hein, ceux qui ont des talents de dessin, n'hésitez pas à les utiliser aussi à ce moment-là pour esquisser toutes vos racines. Et Yoko, je te laisse mettre la musique. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on va voir. Vous allez me dire si vous entendez. Non, on n'entend pas. Ouais, c'est pas grave, on va le faire sans musique. Je vous laisse le temps d'écrire au sujet de vos racines.
Voilà, vu le temps qui défile, je vais un petit peu accélérer cet exercice, mais c'est un début. Vous pouvez très bien compléter ces feuilles plus tard. On va prendre la deuxième partie de l'arbre, qui est le tronc. Qui je me sens être maintenant? Alors, d'un côté du tronc, il y a mes ressources, mes forces, mes compétences, comment est ma présence dans ce monde ou en tant qu'accompagnant. Et puis, de l'autre côté, quelles sont mes limitations, mes doutes, mes fragilités, comment c'est quand je ne suis pas bien? Donc voilà, je vous laisse écrire aussi quelques minutes au sujet de ce tronc. Et donc, comme tu le dis, CPA, ça s'adresse aussi bien aux personnes dans les accompagnements que pour les personnes qui font ça pour leur propre développement personnel. Donc, chacun pouvant y trouver ce qui l'intéresse. Merci. Voilà, j'espère que vos troncs ont bien nourri. Et maintenant, on va passer à la dernière partie, qui est le feuillage de l'arbre, le fruit que j'aimerais être pour les miens, pour le monde, pour mes clients si je fais un accompagnement, pardon. Et là, il s'agit de mes ambitions, des apprentissages que j'aimerais acquérir ou peaufiner, ce que j'ai besoin au-delà de moi, quelle présence j'aimerais être. Et en bas à droite, j'ai marqué de vraiment écrire dans l'idéal. Hein. On ne pense pas à des limites de temps, d'argent ou d'âge, parce que ça, c'est souvent voilà, des limites qu'on se met nous-mêmes. Donc, on les oublie, mais dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais encore être?
Ok, alors voilà. Maintenant, vous avez votre arbre avec ses racines, son tronc et son feuillage, qui est soit bien rempli, soit vous le continuerez à un autre moment. Cet exercice, c'était vraiment un peu une entrée en matière pour sentir peut-être un petit peu ce qu'on essaie de transmettre avec la tribu et avec cette idée de posture. Parce que c'est vrai que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. C'est vrai qu'on essaye, en fait, dans cette tribu qu'on a créée maintenant il y a 2 ans, de permettre aux gens de découvrir un peu leur socle identitaire, de découvrir qui ils sont, d'aller dans leur singularité. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas enseigner une posture, une façon d'être, mais plutôt qu'on essaye d'offrir un chemin de croissance personnelle. Et ça, c'est vraiment important parce que ça participe au fait qu'on n'aimerait pas être on aimerait être un peu au milieu entre ce paradigme biomédical qui est celui qui est pris maintenant principalement, qui est principalement celui qui est dans les recherches, qui est dans les hôpitaux, où finalement il y a un accompagnant qui en général a plutôt une position de sachant, de guide, et nous on aimerait plutôt se positionner comme des accompagnants. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'avais beaucoup aimé quand je faisais le travail dans les urgences psychédéliques, c'est que finalement, le terme qu'on avait, c'était qu'on était des sitters, c'est-à-dire des gens qui s'asseyent à côté des autres. Et j'aime beaucoup ce terme-là parce que ça montre bien qu'on s'asseye à côté de la personne et que finalement, notre posture, ça va être d'être une personne qui a une certaine sérénité ou un certain calme, et c'est ça qui va pouvoir aider la personne plus que, je ne sais pas, un diagnostic ou une façon de faire bien précise. Et puis, c'est vrai qu'on essaye aussi d'être à mi-chemin, je disais, de cette posture biomédicale. Et de l'autre côté, on a la posture des personnes chamanes, des personnes qui sont issues qui ont des savoirs ancestraux, mais qui sont aussi souvent dans cette posture de personne qui sait et qui va nous guider. Et nous, là au milieu, on essaie de construire une posture plutôt avec un point de vue humaniste. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, d'une personne qui aide une autre personne, parce que finalement, c'est en se libérant ensemble qu'on va grandir. J'aime beaucoup cette citation: si tu es venu pour m'aider, tu perds ton temps, mais si tu es venu parce que tu penses que ta libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. Et en fait, cette citation, ce qu'elle ouvre aussi, c'est vraiment l'idée que chaque personne, finalement, a ses propres clés de guérison à l'intérieur, et que oui, on a souvent, si on n'y arrive plus, c'est qu'on a besoin d'aide, mais cette aide, finalement, c'est vraiment comme un cadre bienfaisant, comme un cadre sécurisant qu'on va pouvoir donner pour que la personne ouvre elle-même, finalement, les propres cadenas de cette armure qu'on a souvent construit justement liée à un trauma. Ce qui est aussi super important, évidemment, c'est cette histoire de lien, et c'est aussi ce qui est parfois un peu problématique dans le modèle médical des thérapies psychédéliques qui est en vogue en ce moment, c'est que finalement les gens ne sont même pas forcément dans la session thérapeutique avec leur propre thérapeute. Donc c'est comme si la pilule magique pouvait faire son effet, alors que finalement on sait que, et c'est un peu la base aussi qu'on nous a toujours enseigné justement dans les urgences psychédéliques, c'est que, ok, il y a eu une substance, mais ce qui va soigner, ça va être le setting, ça va être le lien qu'on va pouvoir créer avec quelqu'un. Et ça, c'est hyper important, et c'est quelque chose qu'on va énormément travailler justement dans ce qu'on propose. Et d'ailleurs aussi, ce qu'on va énormément travailler dans ce qu'on propose, c'est toutes les approches corporelles, cette idée qu'on va pouvoir aussi se soigner, pas seulement la psychologie classique, comme moi je l'ai vécu et même subi dans mes études de psychologue. C'était vraiment effectivement très mental, très axé sur un savoir littéraire, axé aussi sur un savoir souvent un peu dépassé finalement, parce que je sais pas, il y a des histoires de la psychologie qui sont vraiment anciennes et qui sont plus du tout d'actualité. Et en fait, les thérapies corporelles n'ont jamais eu leur place dans la formation des psys classiques, alors que finalement, on l'a bien vu avec ce qu'a transmis Ansgar, le
traumatisme, en tout cas, il est toujours logé dans le corps. Donc oui, ça aide de le comprendre, ça aide de peut-être le revivre, mais ensuite, si on ne déloge pas ce qui s'est passé dans le corps, ça va pas pouvoir vraiment faire cet effet de libération. Ouais, je pense que tu peux passer à la suivante. Ouais. Là, maintenant, c'est un peu flou peut-être. Ce que j'avais juste envie de vous dire encore en quelques mots avant qu'on passe aux questions, parce que sinon on n'aura plus de temps pour ça, c'est ce qu'on offre à la tribu. Donc, ce qu'on offre à la tribu, on l'a vu avant, c'est cette formation. Enfin, on offre 3 choses. On offre des stages qui sont ouverts à tout le monde et qui sont déjà des portes d'entrée, parce que finalement, les thérapies psychédéliques en Suisse sont autorisées, mais seulement sous certaines conditions. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la première chose à faire, parce qu'il y a plein d'autres états de conscience élargis qui peuvent être utilisés pour se soigner. Et en fait, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec la tribu. C'est vraiment montrer que finalement, avant de plonger dans les psychédéliques, il y a plein d'autres états de conscience élargis qui peuvent être utilisés et soignés. Personnellement, la respiration holotropique m'a amené dans des états de bien-être et d'extase cosmique plus importants que n'importe quel autre psychédélique. Donc voilà, c'est une des choses qu'on propose, c'est des stages de respiration holotropique, de tambour, d'hypnose. Et puis ensuite, on a cette formation socle qui est vraiment là pour les thérapeutes et les gens qui se destinent peut-être à être accompagnants et qui pourraient avoir envie de creuser justement ce dont je parlais avant, ce socle identitaire, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie d'amener dans cette posture d'accompagnant. Et puis, la troisième chose qu'on essaye d'amener, c'est des groupes. Bon, il y a les groupes de supervision, des groupes d'échange. Ça aussi, c'est hyper important parce que finalement, c'est aussi là qu'on va toucher à la communauté des autres accompagnants et pouvoir, entre nous, débriefer, se soutenir. Et ça aussi, c'est un truc hyper important pour nous, c'est qu'en tant qu'accompagnants, on ait nos propres groupes de soutien, qu'on prenne soin de nous. Donc, ces groupes-là peuvent être là pour ça. Et puis, on a aussi après l'idée, enfin, c'est pas seulement des idées, c'est en train d'être créé, par exemple, de modules beaucoup plus spécifiques qui seront là pour nous apprendre notamment à traiter le psychocorporel. On aura un module entier sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'accompagnant si on a envie de rajouter du toucher, si on a envie de rajouter du corporel dans nos thérapies.